et si un simple refus pouvait ébranler la première puissance mondiale? Imaginez la scène. À Washington, des stratèges au visage fermé, réunis autour de tables de bois cirées, agitent leurs armes favorites. Des tarifs douaniers écrasants, capables d'étouffer le commerce africain, d'asphyxier l'or, le coton, le cacao, d'anéantir les rêves de millions de familles. Dans ces bureaux climatisés, on croit encore au vieux scénario. Imposer, faire pression, terroriser avec la perspective de milliards de francs évaporés, jusqu'à ce que l'Afrique, une fois encore, plie, résignée, devant la brutalité des chiffres. Mais soudain, une rupture inattendue. Le silence s'installe. Puis la surprise. Ibrahim Traoré, jeune leader du Burkina Faso, refuse de négocier. Pas de compromis, pas de soumission. Il répond à la Maison-Blanche, non avec des statistiques ou des supplications, mais avec une conviction brûlante. L'Afrique ne s'agenouillera plus, ni devant les menaces voilées, ni devant les ultimatums déguisés en dialogue. Ce n'est plus un simple acte politique. C'est un séisme diplomatique. En quelques phrases, le rapport de force se renverse. La déclaration de Traoré dépasse les frontières du Burkina Faso. Elle résonne comme l'orgueil d'un continent tout entier, un cri de souveraineté, de dignité retrouvée, face à une pression économique vieille de plusieurs décennies. Le monde retient son souffle. Washington chancelle, les marchés s'agitent, les analystes paniquent. Comment quelques mots, lancés par un dirigeant africain à peine trentenaire, peuvent-ils bouleverser la superpuissance américaine? Pour l'Afrique, l'enjeu va bien au-delà des milliards gagnés ou perdus. Se soumettre, c'est accepter la ruine, la dépendance, la perte de l'autonomie et de la dignité. Résister, c'est risquer l'isolement, les représailles. Mais c'est aussi ouvrir la voie à l'espoir. Briser les chaînes, redevenir maître de son destin, imposer un nouvel équilibre mondial. Comment en est-on arrivé là? Pour mesurer la portée de ce refus, il faut revenir sur la stratégie des tarifs douaniers et leur rôle dans l'histoire économique du continent africain. Avant de comprendre ce bouleversement, il faut dévoiler les origines de cette arme économique et comment elle a longtemps enfermé l'Afrique dans un rapport de force inégal. Plongeons dans l'histoire de ces tarifs qui ont façonné, puis menacé, l'indépendance du continent. Historiquement, les tarifs douaniers ont toujours été un instrument de pouvoir. Dès le Moyen Âge, des royaumes européens imposaient déjà des taxes sur les caravanes venues du Maghreb ou d'Afrique de l'Ouest, verrouillant ainsi l'accès aux marchés et aux ressources. Au XIXe siècle, alors que les empires coloniaux s'étendaient, la mise en place de barrières tarifaires servait à faire du continent africain un fournisseur de matières premières bon marché et un débouché captif pour les produits manufacturés européens. La Côte de l'Or, le Nigeria, le Congo belge, tous furent soumis à des politiques commerciales qui, sous couvert de modernité, n'avaient pour but que de renforcer la dépendance. Prenons l'exemple du coton malien. Au début du XXe siècle, la France imposait des taxes exorbitantes sur la transformation locale du coton, forçant les cultivateurs à exporter leurs récoltes brutes. Les usines de filature et de tissage restaient en Europe, privant ainsi l'Afrique de toute chaîne de valeur ajoutée. Ce schéma s'est répété, décennie après décennie, pour le cacao ghanéen, le café éthiopien, le cuivre zambien. Les exportations étaient vitales, mais les profits s'évaporaient ailleurs. La stratégie n'a jamais vraiment changé. Réinventer l'empire avec une arme ancestrale, la dépendance. Depuis des siècles, l'Occident perfectionne l'art de la pression économique, brandissant les tarifs douaniers comme une lame sur les économies les plus vulnérables. Washington, fidèle à cette tradition, vient de frapper le cœur de l'Afrique. Or, coton, cacao, textile, tout ce qui alimente la vie du continent et pulse au rythme de la planète. Derrière chaque mesure, des milliards de francs et de dollars se jouent. Mais pour les familles africaines, chaque nouvelle taxe menace bien plus que des bilans. Elle attaque directement leur quotidien, leur dignité, leur survie. Dans les champs, les ateliers, sur les routes, ce sont des millions de mains qui s'accrochent à l'espoir d'un lendemain meilleur. Pourquoi, alors, l'Amérique s'acharne-t-elle? Ce n'est pas le hasard. Depuis des décennies, ces politiques répondent à un calcul précis. Maintenir l'Afrique sous tutelle, diviser ses nations, étouffer ses solidarités.
La dépendance n'est pas un accident, mais une stratégie mûrie depuis la nuit des temps coloniaux. En brisant l'unité, l'Occident impose ses règles et verrouille le jeu. Le danger est immense. Si les tarifs s'abattent sans riposte, les exportations africaines s'effondrent. Le pouvoir de négociation s'évapore, et le continent se voit ligoté sous une domination occidentale qui dicte tout: prix, flux, avenir. L'arme tarifaire, silencieuse en apparence, détruit sans bruit, mais sans pitié. Mais cette fois, un grain de sable grippe la machine. Au lieu de plier, une voix s'élève. L'Afrique, portée par l'audace d'un homme, refuse de céder. L'histoire vient de bifurquer. Ibrahim Traoré, à la tête du Burkina Faso, incarne cette rupture. Son refus d'obéir aux diktats de Washington va bouleverser toutes les certitudes. Quand le plus vulnérable refuse de plier, tout l'équilibre vacille. Ibrahim Traoré n'a laissé aucun doute. Face aux tarifs imposés par Washington, il rejette d'un bloc ce qu'il nomme « du chantage habillé en économie ». Zéro compromis, zéro négociation. Le Burkina Faso, autrefois perçu comme marginal, devient soudain le foyer d'une onde de choc politique et symbolique. À la surprise générale, l'isolement redouté n'a pas lieu. En moins de 72 heures, 34 nations africaines brisent la solitude. Les capitales s'agitent, les ministres se consultent, les présidents s'alignent. L'Afrique ne fléchira pas. Ce n'est plus la voix d'un homme, mais le rugissement d'un continent entier qui répond à la pression américaine. La riposte s'organise à une vitesse inédite. Les mécanismes d'urgence sont enclenchés. Les réserves monétaires sont mutualisées, l'or et le coton trouvent de nouvelles routes, le cacao et le café partent désormais vers l'Asie et le Moyen-Orient. En quelques jours, la protection de dizaines de milliards de flux commerciaux intracontinentaux s'orchestre. Les banques centrales africaines synchronisent leurs actions. Les États unissent leurs stocks stratégiques. Pour la première fois, l'Union africaine devient un véritable rempart. Loin d'être une coquille vide, elle orchestre une défense économique collective. Les analystes parlent d'un bouclier africain capable de rendre inopérantes les sanctions. La solidarité, hier fragile, se transforme en puissance réelle. Les images de chefs d'État signant des pactes font la une. La confiance explose sur les réseaux sociaux. L'Afrique découvre en direct la force de son union. La menace d'effondrement, si longtemps brandie, change de visage. Elle devient l'opportunité d'une réinvention. Les économies africaines, menacées de paralysie, trouvent dans la crise le prétexte d'une révolution, produire plus localement, innover, s'émanciper des tutelles. L'épreuve révèle la capacité non seulement à survivre, mais à grandir. La dignité, longtemps niée, s'impose dans l'action collective. Ce n'est plus une affaire de commerce, mais de destin. Sur la scène mondiale, l'Afrique n'est déjà plus seule. L'échec du pari américain laisse un vide stratégique. De nouveaux partenaires, venus d'Asie et d'Amérique du Sud, frappent à la porte, prêts à ouvrir une nouvelle ère multipolaire. Mais si l'Afrique retrouve sa fierté, la riposte de Washington ne tarde pas. Un autre front s'ouvre, plus insidieux, où les alliances et les certitudes vacillent. Ce qui ressemblait à un piège devient l'aube d'une indépendance inédite. Le refus du Burkina Faso, mené par Ibrahim Traoré, de céder aux pressions tarifaires américaines, allume une étincelle inattendue à travers le continent. À Washington, personne n'anticipe la réaction en chaîne. En quelques semaines, la Chine multiplie ses achats de minerais africains, la Russie propose des lignes de crédit pour contourner le dollar, tandis que l'Inde et le Brésil signent des contrats de plusieurs milliards de francs pour garantir coton, cacao et or. Même l'Europe, flairant le changement, tente de garder sa place sans heurter ses partenaires africains. Progressivement, le dollar, pilier du commerce mondial, perd de sa suprématie. De nouvelles routes commerciales émergent. L'Afrique n'exporte plus seulement ses ressources. Elle devient un carrefour, négocie en position de force et impose ses conditions. Ce déplacement du centre de gravité bouleverse la donne. Chaque sanction occidentale fait naître une alternative multipolaire, affaiblissant le levier des grandes puissances. Les marchés s'ajustent brutalement.
Les prix du cacao et du coton flambent, attisés par l'incertitude et la soif d'achat asiatique. Les investisseurs découvrent une Afrique imprévisible, qui n'applique plus les recettes de Washington ou de Bruxelles. Pour la première fois, elle impose son rythme. Les négociations deviennent âpres, les marges des intermédiaires occidentaux s'érodent, et la dépendance au dollar se dissout dans un patchwork de monnaies et d'accords directs. Ce bouclier multipolaire transforme chaque sanction en opportunité. Diversification financière, essor des alliances technologiques, montée en puissance des banques régionales. À chaque tentative d'isolement, l'Afrique trouve un relais ailleurs, élargissant ses horizons et renforçant sa voix sur la scène internationale. Mais ce nouvel élan comporte des risques. Devenir acteur stratégique offre un pouvoir inédit, à condition de préserver l'unité interne. La force du continent réside dans sa cohésion. La moindre fracture pourrait rouvrir la porte à de nouvelles dépendances, économiques ou politiques. Le défi n'est plus seulement de survivre, mais de convertir cette influence retrouvée en prospérité partagée, tout en déjouant les pièges des alliances de circonstances. L'effet domino est en marche. L'Afrique n'est plus un terrain de jeu, elle devient l'arbitre incontournable du commerce mondial. Pourtant, pour que ce bouleversement change réellement les vies, il faut saisir les conséquences concrètes pour les Africains, des producteurs aux dirigeants. Ce nouvel équilibre mondial ne se joue pas seulement dans les salles de négociation internationales. Il se révèle surtout dans le quotidien, là où chaque décision politique résonne jusque dans les champs de coton ou les rues des grandes villes africaines. Refuser le chantage, ce n'est pas seulement survivre, c'est renaître et reconstruire sur des bases nouvelles. Au Burkina Faso, cette rupture a pris cher. À peine Ibrahim Traoré eut-il rejeté les pressions de Washington que les autorités ont repris le contrôle des mines d'or. Désormais, les profits, autrefois détournés à l'étranger, sont injectés dans l'économie nationale. Pour la première fois, cet or finance des investissements massifs dans l'agriculture, la santé et l'éducation. La discipline budgétaire n'est plus un diktat venu d'ailleurs, mais une exigence souveraine. Chaque franc économisé ne sert plus des créanciers lointains. Il irrigue les villages, les écoles, les hôpitaux. Les effets ont été rapides, des économies substantielles, des milliards d'euros autrefois évaporés qui restent au pays. Des dizaines de milliers d'emplois ont été protégés ou créés, en particulier dans l'agriculture et les mines. Des projets de souveraineté alimentaire émergent, permettant à des régions entières de produire leur propre riz, leur propre coton, leur propre maïs. Ce mouvement n'est plus un slogan, il se mesure, il se vit, il transforme le quotidien. Mais le souffle du refus va bien plus loin que le Burkina Faso. Au Nigeria, en Afrique du Sud, au Kenya, la question des dépendances est devenue centrale. Des gouvernements autrefois frileux repensent aujourd'hui leurs modèles économiques. On assiste à une contagion du courage. L'audace de quelques-uns rallume l'ambition de millions. Dans la rue, sur les réseaux sociaux, à travers la diaspora, c'est un véritable basculement psychologique. Là où régnait la résignation, la fierté et la confiance renaissent. La jeunesse, surtout, redécouvre la dignité perdue. Chacun comprend peu à peu. La souveraineté ne s'obtient pas, elle se construit et se défend, ensemble, avec créativité et vigilance. Bien sûr, rien n'est définitivement acquis. Le vrai risque n'est plus l'effondrement provoqué de l'extérieur, mais l'essoufflement intérieur. Car de nouveaux pièges apparaissent, aides déguisées, partenariats inégaux, dépendance technologique. L'histoire l'a montré, l'indépendance se gagne et se protège, jour après jour. Pour mieux saisir la portée de ce basculement, il est intéressant de se tourner vers d'autres régions du monde qui ont, elles aussi, affronté des pressions tarifaires et des chantages économiques. L'Asie du Sud-Est, par exemple, a connu dans les années 70 une vague de sanctions américaines visant à freiner l'industrialisation du Vietnam et de l'Indonésie. Pourtant, grâce à la solidarité régionale, à la création d'organismes tels que l'ASEAN et à l'ouverture de nouveaux marchés vers la Chine et l'Inde, ces pays ont non seulement survécu, mais prospéré. Aujourd'hui, le Vietnam est l'un des plus grands exportateurs mondiaux de riz et de textiles. Preuve que la résistance face à la pression extérieure peut ouvrir la voie à une transformation profonde. Un autre exemple marquant est celui du Brésil dans les années 80.
période durant laquelle les États-Unis imposaient des quotas draconiens sur le sucre et le café brésilien. Face à l'asphyxie programmée de ses exportations, le Brésil a misé sur la diversification agricole, la transformation locale et la conquête de nouveaux marchés en Afrique et en Asie. Résultat, loin d'être marginalisé, le pays est aujourd'hui un géant agricole, capable de peser dans les négociations mondiales. En Afrique, cette dynamique est en train de s'enclencher. Les initiatives de production locale se multiplient. Au Sénégal, des coopératives de femmes transforment l'arachide sur place, générant de nouveaux revenus. En Côte d'Ivoire, la filière cacao investit dans la transformation du produit brut en chocolat fini, captant ainsi une plus grande part de la valeur ajoutée. Au Rwanda, l'industrie du café se tourne vers la certification équitable et la vente directe aux consommateurs internationaux. Ces exemples, concrets et reproductibles, montrent que la souveraineté économique n'est pas un mirage. Mais pour que ce mouvement s'ancre durablement, des étapes pratiques sont nécessaires. D'abord, renforcer les infrastructures régionales, routes, ports, réseaux ferroviaires. Ensuite, développer des institutions financières africaines capables de financer l'innovation et la transformation industrielle. Il s'agit aussi de mutualiser les compétences à travers des universités et des centres de recherche panafricains afin d'éviter la fuite des cerveaux vers l'Occident. Enfin, il est crucial d'éduquer la jeunesse à la citoyenneté économique pour que la nouvelle génération soit outillée face aux défis de la mondialisation. Dans ce contexte, le rôle de la société civile et des entrepreneurs est déterminant. Les mouvements de jeunesse, les ONG, les start-up technologiques africaines peuvent être des relais puissants pour l'émancipation. Par exemple, au Kenya, la start-up M-Pesa a révolutionné les paiements mobiles, rendant possible l'inclusion financière de millions de personnes, exclues du système bancaire traditionnel. Au Nigeria, des plateformes numériques connectent directement les petits agriculteurs aux marchés urbains, limitant la captation de valeur par les intermédiaires étrangers. L'histoire ne s'arrête pas là. Une question brûlante surgit désormais aux frontières de l'Afrique et au-delà. Quel sera le prochain pas ? L'Afrique saura-t-elle transformer cet élan en véritable révolution économique et politique ? Quand la peur se dissipe, c'est tout un continent qui se redresse et, ce faisant, qui ose inspirer la planète entière. Le refus burkinabé, porté par Ibrahim Traoré, n'est plus une simple protestation isolée. Il incarne la naissance d'un état d'esprit neuf, celui d'une Afrique qui refuse de tendre la main, qui ne se contente plus de survivre, mais qui affirme hautement sa légitimité et sa force collective. Des générations entières ont subi des jeux de pouvoir écrits en dehors du continent. Tarifs, pressions, embargos, autant de chaînes qui ont bridé des peuples, étouffé des rêves, entravé les possibles. Longtemps, les nations africaines furent reléguées au rang de figurantes, exclues du scénario d'un ordre mondial dicté par d'autres. Aujourd'hui, la donne a changé. Ce n'est plus simplement une question de chiffres couchés dans des rapports. C'est une affaire d'honneur, de dignité, de droit à modeler son avenir. Derrière chaque acte de résistance, ce sont des millions de destins, de foyers, d'enfants qui retrouvent l'espoir. L'onde de choc dépasse largement le Burkina Faso et les couloirs feutrés de Washington. Elle s'étend de Dakar au Cap, de Lagos à Addis Abeba. Face à la pression extérieure, la peur recule et une volonté inédite de renaissance se fait jour. Ce n'est plus seulement un message à l'Occident, c'est une invitation adressée à tous ceux qui, trop longtemps, ont vécu dans l'ombre des grands empires. Mais rien n'est gagné. Le risque demeure, si la vigilance faiblit, si la cohésion se fissure, la flamme peut s'éteindre aussi brutalement qu'elle s'est allumée. Les puissances extérieures n'abandonneront pas leurs prérogatives sans lutter. Elles useront de la division, de la désinformation et de la corruption pour freiner l'élan collectif. L'avenir de ce renouveau africain dépendra de la capacité de chacun à rester lucide, solidaire et à refuser tout retour en arrière. C'est là que le rôle du public devient décisif. Ce réveil du continent n'est ni l'œuvre d'un homme providentiel, ni celle d'un gouvernement isolé. Il exige l'implication de tous, ouvriers, étudiants, entrepreneurs, artistes, femmes et hommes ordinaires. Prendre part au débat, refuser la résignation,
défendre le bien commun, c'est ainsi que naît une souveraineté véritable. La dignité ne s'impose pas, elle se construit, se partage et s'entretient dans l'action collective quotidienne. À ceux qui doutent encore, les faits parlent déjà. Partout où la solidarité s'enracine, les vieilles recettes de la peur reculent. Là où régnaient jadis l'isolement et la soumission, on voit éclore des pactes nouveaux, des alliances inattendues, des actes de résistance qui rendent à l'Afrique son vrai visage. Celui d'un continent debout, audacieux, prêt à tracer sa propre route et à inspirer le monde. Désormais, il ne s'agit plus de se demander si le vent du changement souffle sur l'Afrique, mais de savoir comment chacun, à son niveau, nourrira cette flamme. Car l'avenir ne se bâtit pas dans l'ombre de la peur, mais sous la lumière retrouvée de la vigilance, de la dignité et de l'unité. Pour conclure, il est essentiel de retenir que l'histoire ne se fait pas en un jour. La résistance du Burkina Faso et de ses alliés africains n'est que le début d'un long chemin. Comme l'a montré l'exemple de la Corée du Sud, qui après la guerre de Corée a connu des décennies de pauvreté avant de devenir un modèle industriel et technologique reconnu, l'autonomie économique est un combat de chaque instant, fait de succès, d'échecs, de compromis et de recommencements. En Afrique aussi, il faudra du courage, de l'endurance et surtout une foi inébranlable dans la capacité collective à dessiner un avenir libre. Alors la question n'est plus « que fera l'Amérique ?» mais « que fera l'Afrique de cette nouvelle chance ?» Saisira-t-elle l'occasion de rebattre les cartes, de réinventer ses modèles de développement, d'imposer sa voix dans les forums internationaux? Ce choix appartient désormais à chaque citoyen, à chaque dirigeant, à chaque entrepreneur, à chaque jeune. L'avenir du continent, plus que jamais, s'écrit à l'encre du courage et de la solidarité. Car refuser de plier, c'est ouvrir la porte à l'audace, à la création, à l'espoir. Et si un simple refus pouvait non seulement faire trembler la première puissance mondiale, mais allumer la mèche d'une renaissance universelle.